Et bonjour, je me présente Viet Tran. Euh, je suis ingénieur en mécanique et j'aimerais vous entretenir aujourd'hui justement d'un sujet de mon domaine. Contrairement à Gilles, je n'ai pas eu encore l'occasion de donner des cours de formation dans mon domaine. Alors, ça va être mon premier coup d'essai aujourd'hui. Alors, je travaille dans le domaine de la mécanique, les turbines mécaniques. Alors, je ne sais pas si est-ce qu'il y a d'entre vous qui a entendu parler des systèmes de lubrification des machines mécaniques. En gros, c'est que pour qu'une machine fonctionne, surtout les grosses machines, ça prend de la lubrification, surtout au palier ici. Ça, je dessine une machine qui tourne comme ça. Et puis, il y a des paliers qu'on appelle, c'est-à-dire des points d'appui pour la machine. Vu la grosseur des machines, d'habitude, qui sont très lourdes ou qui tournent très vite, à ces points-là ici, pour ne pas créer de friction de chaleur qui pourrait endommager la machine, ça prend de la lubrification. En gros, la lubrification, c'est soit de l'huile ou de la graisse pour diminuer la friction à ces points d'appui ici. Alors moi, je parlerai un petit peu du système de lubrification lui-même. C'est un peu un système qu'on peut dessiner ici comme une boucle. Alors la machine prend de l'huile pour lubrifier ces points-là à partir d'un réservoir. Le réservoir d'huile. Après ça, on a une pompe. C'est un système c'est la pompe qui circule l'huile, qui donne l'huile à la machine, et puis après ça, qui retourne au réservoir. Il y a une chose qui est très importante, c'est la qualité de l'huile ici. Parce que les jeux ici sont très très petits. C'est à peu près, je dirais, la moitié de l'épaisseur d'un cheveu. C'est de l'ordre des 10 millièmes de pouce, 15 millièmes de pouce. Ça, on peut à peu près le visualiser comme à peu près la moitié des épaisseurs de cheveux. Donc, ce sont des jeux qui sont très, très petits. Et d'où l'importance d'avoir une huile de bonne qualité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de saleté ou de particules dans l'huile. Pour faire ça, on installe des systèmes soit de filtrage, ou plutôt ici, un système qui purifie l'huile. Si je parle d'un système particulier pour avoir des fils, tout ça, qui est une centrifugeuse. Bon, vous devez avoir entendu parler des centrifugeuses, comme dans la fabrication du beurre, de la crème, tout ça. Une centrifugeuse, c'est ni plus ni moins qu'une machine qui tourne très vite et puis qui fait la séparation entre les différents matériaux dans le liquide, dans un liquide. Alors les machines, les particules qui sont les plus pesantes vont nécessairement se retrouver à cause de la force centrifuge à l'extérieur et qui vont tomber ici. Donc on les recueille ici. Alors dans l'huile, vu que ici on a besoin d'une huile très pure, en faisant ce procédé-là, on élimine les particules, soit la saleté, les dépôts ou d'autres huiles qui sont plus lourdes à l'extérieur. Parce qu'il faut dire que dans un système d'huile ici, la plupart du temps, c'est une composition d'huile. Ce n'est pas une huile
complètement homogène. Alors, il y a des huiles, des différents grades, là, des mélanges, et à ce moment-là, les huiles qu'on ne veut pas que ça se retrouve dans le système vont être éliminées. Alors ça, c'est pour montrer un petit peu le résultat d'une centrifugeuse. C'est pas nécessairement beau, mais ça fait un bon travail, juste en regardant les produits qui peuvent sortir de là. Ça part d'une huile très propre. Et puis, à la sortie de la centrifugeuse, on se retrouve avec des résidus comme ça. C'est une huile apparemment propre? Oui, apparemment très propre, c'est ça. Une huile neuve qu'on a achetée, qu'on a mis dans le système, et puis qu'on a pompée à travers la machine. Mais à la sortie de la centrifugeuse, on a recueilli ces résidus-là. Alors, il y a deux façons de vérifier si la centrifugeuse fonctionne bien ou pas. La première façon, qui est d'habitude la façon la plus usuelle, c'est d'analyser l'huile qui reste dans le réservoir ici. Une fois que la centrifugeuse a fait son travail, d'analyser l'huile qui reste là-dedans. La deuxième façon, c'est d'analyser l'huile qui sort d'ici, les résidus plutôt, qui sortent ici, à la centrifugeuse. Et ça, c'est un peu ce qu'on voit là. Pourquoi il faut analyser ça ici? Il faut analyser les deux, en fait, pour voir que l'huile est assez propre, puis ça ici, pour voir si la centrifugeuse fait ce qu'elle est supposée de faire. Alors, ici, au niveau du résidu, la centrale de Tracy, où je travaille actuellement, on soupçonne, c'est un petit peu à travers la manutention ou peut-être même des accidents, il y en a qui disent que c'est peut-être relié au conflit de travail actuellement, qu'il y a des produits non désirables qui peuvent se retrouver à un moment donné ou à l'autre dans le système. Alors, ça ici, d'après l'analyse préliminaire qu'on a faite, ça a l'air que c'est du bunker qu'on appelle ça, du résidu de bunker. Maintenant, le bunker, c'est pas une huile qu'on veut dans le système de lubrification. Le bunker, c'est une huile lourde qui sert à brûler justement, à brûler dans les chaudières, dans la chaudière. Comment ça s'est retrouvé ici dans le système de lubrification? On ne le sait pas. C'est peut-être aussi un mauvais contrôle de la qualité. Alors, l'huile bunker, ça c'est l'huile la plus lourde qui ne peut pas servir de lubrification parce que c'est une huile qui est sale et qui est très épaisse. Le bunker, quand on le charge au réservoir, à moins 20 dehors, il devient épais, plus épais que la mélasse, en fait. Alors, c'est tout un problème quand on l'introduit dans le système de lubrification. Alors, avec ça, je veux juste vous présenter un survol très rapide, pas trop technique, pour que vous soyez conscient un petit peu de l'importance d'avoir une huile très propre dans la machine. Parce que ça ici, si l'huile n'est pas assez propre, les particules peuvent se retrouver là-dedans et les paliers finissent par brûler à cause de la chaleur, la friction, et on peut finir par perdre la machine. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, le fait qu'elle est noire, pour nous autres, on croit quand c'est noir que c'est de la cochonnerie, mais est-ce que ça pourrait être de l'huile? Forcément de la cochonnerie parce que c'est noir, parce que c'est des résidus? Non, non, pas nécessairement. L'huile peut être très noire en partant sans être sale, parce qu'il y a des additifs dans l'huile qu'on peut introduire, soit pour combattre la corrosion. Dans la machine, on peut avoir des additifs, combattre la corrosion, pour absorber de l'eau, par exemple, parce qu'il y a toujours de l'humidité qui se forme dans le réservoir, puis qu'il y a de l'eau qui est mélangée à l'huile. Alors, il y a des additifs qui peuvent rendre l'huile noire, pas nécessairement sale. Mais d'apparence, on peut déjà dire que c'est anormalement noir.
Mais est-ce qu'une huile propre est translucide habituellement? Habituellement, oui. Elle est translucide. Mon temps est écoulé. OK, alors, bienvenue à tout le monde au cours de base sur les compensateurs statiques. C'est pas la première fois qu'on se voit, fait que vous me connaissez bien. Mon nom est Viet Tran. Il est bon de le rappeler quand même, parce que ce n'est pas un nom qui est très commun. Vous êtes venus ici aujourd'hui pour acquérir des notions de base sur un appareil du réseau qui s'appelle le compensateur statique. Il faut dire que c'est un cours qui est vraiment préliminaire parce que pour ceux qui veulent avoir des connaissances plus poussées, il y a le cours du manufacturier de la machine même qui se donne un peu plus tard. Alors c'est juste un cours d'introduction ici. Alors pour ce qui est des objectifs du cours, c'est un cours de base. J'ai mis sur une feuille ici les objectifs que ce cours va vous permettre d'atteindre en l'espace très restreint du cours. Alors, on a ici deux genres d'objectifs. L'objectif général, ce serait de permettre d'interpréter, après le cours, le fonctionnement général des compensateurs statiques. J'utilise l'abréviation ici là, pour indiquer compensateur statique. Puis, dans cet objectif général-là, il y a deux objectifs spécifiques. C'est d'être capable d'identifier les différentes composantes d'un compensateur statique sur un schéma unifilaire, puis être capable aussi d'interpréter le rôle du compensateur sur le réseau. Okay. Alors moi j'aimerais demander si ces objectifs-là rencontrent un petit peu vos attentes dans le cadre du cours. Oui? Oui. Ça rencontre pas mal vos attentes? Oui. D'accord. Maintenant, en guise d'introduction, j'aimerais savoir, est-ce que vous en avez entendu parler, Daniel, par exemple, du compensateur statique? Qu'est-ce que tu connais sur un compensateur statique? Très brièvement. Brièvement, moi, vu que j'ai travaillé déjà sur le réseau d'Hydro-Québec, je sais que c'est un appareil qui sert à compenser les différences de VAR dépendant inductif ou capacitif sur le réseau et d'être capable d'amortir les variations brèves sur le réseau. Excellent. Jacinthe, as-tu entendu parler des compensateurs? Non, moi j'ai seulement entendu le terme seulement. Oui. Tu n'as pas une idée de ce que c'est? Non, j'ai aucune idée. Ça va. Julia? Moi, ben, j'en ai entendu parler un peu, puis Oui. dans un cours qu'on avait pris, c'était Transport et réseau. Mhm. Mais ça va faire du bien, là, me faire Ok. rappeler. Ça marche. Gilles? C'est la même expérience? Du compensateur statique. OK, c'est très bien. On Alors- avait dit vaguement que ça avait un effet d'inductance pour diminuer l'inductance sur une ligne. C'est Par ça. rapport à ça? C'est ça, c'est l'inductance puis la capacitance sur une ligne. On va voir ça là, en détail tout à l'heure. Là, pour atteindre ces objectifs-là, je vais couvrir les thèmes suivants. Ça va être en gros, en fait, ici, là, sur cette feuille ici, le plan du cours. On va couvrir. Hein. Bon, alors, pour commencer, je vais faire quelques petits rappels sur les notions de base, là, avant d'aller dans la matière. Petit rappel ici au début. Après ça, on parlera du but du compensateur statique. Pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait sur le réseau. Après ça, on va expliquer les principes de base, fonctionnement d'un compensateur statique, comment il fonctionne. Et après ça, je
je distribuerai une petite évaluation. Est-ce qu'il y en a que les quiz traumatisent? Bon, on va dire que ça va être un exercice, un simple exercice. Ce n'est pas une évaluation, ce n'est pas un test, ce n'est pas un quiz. Ça va être un simple exercice ici, à la fin du cours. OK? Alors, Hydro-Québec a un réseau qui est très extensif. C'est un très grand réseau avec des longues distances. Et par définition, ce réseau-là, il est très instable à cause des distances qui sont très, très, très grandes là, entre les points de production et les points de consommation, comme la baie James, la Manic, par rapport à Montréal. Or, c'est inhérent à un réseau aussi vaste que la moindre variation de tension sur le réseau peut provoquer une instabilité qui est amplifiée sur le réseau, juste à cause de la distance. Alors, on parle ici donc de tension, de contrôle de tension, de voltage sur le réseau. C'est très important. Pourquoi est-ce que c'est important de contrôler la tension? Si la tension augmente, là, est-ce que quelqu'un pourrait me dire dans la vie quotidienne, comment ça nous affecte? Si la tension électrique augmente, puis qu'on utilise des appareils électriques, là. Julia? Si la tension est trop élevée, comment je pourrais expliquer ça? Ça peut avoir l'effet de créer une panne d'électricité si on a une surtension sur le réseau. Oui. Oui, c'est une surtension qui n'est pas contrôlée sur le réseau. Ouais. Ça peut effectivement déclencher une panne. Si la production et la consommation n'est pas égale. Exact. Oui. Fluctuation trop grande du réseau. Oui, oui. Un instant, je pense que tu finis? Oui. Oui, OK. Daniel, la réponse à ça? Si les tensions dépassent des valeurs, ça peut abîmer l'équipement. Oui, effectivement, parce que les équipements sont conçus pour une certaine tension maximale. Alors, si ça dépasse ça, ça pourrait les abîmer. De quel équipement, là, on parle? Oui, par exemple, bon, chez vous, je prendrais peut-être un exemple bien banal, là, les lumières, par exemple. OK, ça pourrait endommager, finalement. Ben oui, ça pourrait endommager. Les brûler plus vite aussi. Parce que s'ils sont conçus pour 120, 130 volts, puis c'est supérieur à ça, ben ça les rend plus fragiles. OK. Gilles, je pense que tu avais une... Oui, ben c'est ça. Moi, c'est parce que je voulais compléter ce qu'elle disait. Si on applique la loi d'Ohm, la résistance, elle, c'est quelque chose de fixe. Oui. Je suppose que si on augmente la tension, on ne donne plus de courant. Si on ne donne plus de courant, on tire plus d'énergie. Exact. Ben, je vais prendre l'occasion, justement, de Gilles pour faire les rappels ici de base. C'est que la loi d'Ohm, V égale RI, vous dit qu'ici, V, c'est le voltage. OK? R, c'est la résistance de l'appareil, soit de l'ampoule ou de la machine. Puis I, c'est le courant. Alors, si le voltage augmente ici, vu que la résistance est intrinsèque à l'appareil, il demeure constant, donc I, qui est l'ampérage, augmente. Fait que ça fait brûler les appareils, si ça va trop loin. Puis en plus de ça, ici, il est important de comprendre certains concepts de base. C'est que quand on génère de l'électricité, c'est de la puissance qu'on génère, là, c'est des watts. Ici. Je pense que tout le monde est pas mal familier avec les watts. Alors, si ça reste, c'est des watts, c'est parfait. Il y a une bonne stabilité du réseau. Ça, c'est en régime normal. Maintenant, s'il y a des variations de charge, s'il y a augmentation de charge de chauffage ou d'autres, des industries qui embarquent sur le réseau, tout ça, ça a un effet à ce moment-là d'augmenter la production et d'augmenter des charges inductives ou capacitives sur le réseau. Ça ici, là, ça symbolise, alors les charges, la puissance réactive, c'est les VAR, présentes par des VAR. Si ça rajoute des VAR sur le réseau, à ce moment-là, on commence à avoir un déphasage ici qui est nuisible sur le réseau. Il faut essayer de le réduire.
C'est des vecteurs, c'est une représentation, c'est des vecteurs comme on l'a vu dans le cours de vecteurs, c'est ça? Ben oui, ça c'est une présentation vecteur, là, que je mets ça ici, mais ce qui est important, c'est de se mémoriser ici là, que plus on se rapproche de cet état ici, plus la génération électrique est efficace, okay, puis elle est stable. Alors il faut essayer de le ramener à cet état ici. Alors dans un temps comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève des verres ou on en rajoute, dépendant de l'état du réseau, pour le rééquilibrer ici. Ça, c'est le principe de base. Okay? Dans la théorie, c'est certain que ça va plus loin que ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, là, mais c'est juste pour simplifier les choses, puis être cohérent avec le cours qui est du principe de base. Là. Maintenant, c'est quoi qui génère des verres, c'est quoi qui absorbe des verres? Bon, une inductance, ça crée une inductance sur le réseau et ça absorbe les verres. Okay? C'est lui qui absorbe les verres, puis un condensateur, c'est ça qui donne des verres pour équilibrer les choses. Alors ici, on aurait donc, pour équilibrer, si on est dans la situation ici, ben, ça nous prend le contraire pour l'équilibrer. C'est juste important de savoir ici que les symboles qui sont représentés par L, c'est des inductances, puis que C, c'est le condensateur. Ça, on va le voir ici sur cet acétate. Une représentation graphique d'un compensateur statique. Bon, un compensateur statique, c'est très gros. Physiquement, là, ça peut représenter des bâtisses entières. Okay? Ici, on a une ligne de transport. La ligne de transport est ici. Puis ici, le compensateur statique, c'est tout cet ensemble-là ici, qui comprend, comme on voit ici, une inductance représentée par L ici. Quand on voit ici, c'est un symbole ici, ça représente une inductance. Puis ça, IL, c'est le courant qui s'en va dans l'inductance. Puis ici, c'est un condensateur, qui est représenté par ce symbole ici. Puis par un C. Puis le courant qui s'en va, en fait, ici, le courant IC, c'est le courant qui traverse le compensateur. Pourquoi qu'il y a un courant? C'est parce qu'il y a un voltage ici, E, qui est la tension du réseau, la tension de la ligne qu'on doit essayer de maintenir stable, là, donc le plus constant possible. Fait que ça génère des courants dans ça ici. Maintenant, si le réseau est en état stable, les verres, puis le condensateur, puis l'inductance, lui, s'équilibre. Fait que là, la ligne sur la ligne, c'est comme s'il n'existait pas. Ça ici, ça annule ça. OK? C'est comme si ça n'existe plus sur la ligne. Alors ici, dans un compensateur statique, l'inductance, lui, on peut le varier de façon continue. Ça, c'est représenté par le symbole ici, par la flèche, là, pour dire qu'on peut le varier de façon continue. C'est-à-dire, on peut le varier très graduellement, sans avoir sauté par palier. Okay? Par contre, le condensateur, lui, il est variable seulement par sa nature, sa construction, c'est les condensateurs. Par banc de condensateur, il est variable par palier. C'est-à-dire, on peut y avoir 2 ou 3 bandes de compensateurs dans un compensateur statique, de condensateurs. Puis à ce moment-là, soit qu'on embarque un condensateur ou 2 ou 3, dépendant. Puis entre les deux, à ce moment-là, on se sert de ça pour compenser. OK? Si, supposons, prenons un exemple, si on n'a pas besoin de tout un banc de condensateurs, mais on est obligé de l'embarquer parce qu'il va juste par palier. À ce moment-là, si on utilise juste 80% de ça, ben on va le compenser, le 20%, avec l'autre côté. C'est aussi simple que ça, le principe. OK? Maintenant, pourquoi est-ce que ça prend? On a dit un petit peu, c'est important de maintenir la tension sur le réseau, là. Mais sur le réseau, il y a un opérateur, ou des opérateurs, plusieurs opérateurs. Mais supposons un opérateur, lui, il surveille le réseau. Lui est capable, s'il savait en avance qu'il y aurait des charges qui vont s'ajouter sur le réseau, qui vont se soustraire du réseau, à ce moment-là, il est capable, lui, d'embarquer des inductances ou des condensateurs, parce qu'à part des compensateurs, là,
il y a des inductances, des condensateurs sur le réseau que l'opérateur, lui, embarque. Si c'est ça d'avance, il n'y a pas de problème, il peut l'embarquer. OK? Le problème, c'est que l'opérateur, lui, son temps de réponse, il n'est pas capable d'aller à des secondes près dans le temps de réponse. Dans le temps des pannes, par exemple, ou des déstabilisations rapides du réseau, il n'y a pas le temps de réagir. OK? Ça fait que c'est là que le compensateur statique il joue. C'est un automatisme. Lui, il sent tout de suite la variation de la tension. À ce moment-là, il s'ajuste, il va embarquer soit des condensateurs ou des inductances pour compenser tout de suite. Lui, il a un temps de réponse extrêmement rapide. Oui? À quoi sert d'avoir des opérateurs là-bas? C'est compensateur peut faire un moteur? Oui, parce que le compensateur, c'est très dispendieux. Le compensateur, c'est un aide à un opérateur. Il ne peut pas substituer un opérateur. OK? Parce que, premièrement, il est très, très, très cher. Si on construit des compensateurs partout, là, ça va être très, très cher. En supposant qu'on peut le remplacer l'opérateur, ça va être très cher. Mais deuxièmement, c'est qu'à ce moment-là, le compensateur, lui, en ayant des opérateurs, une fois que le compensateur aurait fait son travail, il compense tout de suite la baisse de tension, supposons. Une fois qu'il a fait son travail, il atteint son maximum. Supposons qu'on a juste un banc de condensateurs. Si la tension augmente encore, diminue encore, si on est limité, qu'est-ce qu'on va faire? Bien là, c'est parce que l'opérateur, lui, tout de suite, il compense ce que le compensateur fait. Il embarque tout de suite pour soulager le compensateur. Fait que le compensateur, il revient à sa position normale. Pour le prochain... Mais il réagit plus vite que l'opérateur. Ah, beaucoup plus vite, en l'ordre de fraction de seconde. C'est juste un support, finalement. C'est un support Il seulement. donne une temps. Il ne peut pas substituer, il ne peut pas remplacer un opérateur. OK? Mais, puis l'opérateur ne serait pas assez rapide pour réagir aussi vite que le fait le compensateur. Exact. Lui, le maximum qu'il peut réagir, c'est de l'ordre de quelques minutes, alors que le compensateur, c'est de l'ordre de quelques fractions de secondes. Lui, OK. Maintenant, donc, il y a une différence entre le compensateur statique puis l'opérateur. Qu'est-ce qui permet au compensateur statique de réagir aussi rapidement? OK. Là, on va voir ici un mécanisme, le mécanisme de contrôle qui permet au compensateur de réagir rapidement. Parce qu'il est toujours branché sur le réseau, ce mécanisme-là, ça s'appelle un régulateur de tension. OK, c'est lui le contrôle ici. Il est toujours branché sur le réseau avec une consigne fixée ici. Ça, c'est le symbole d'un consigne. Fixé, supposons, à 735 kV, okay, sur le réseau ici. Le régulateur de tension, vu qu'il est toujours branché là-dessus, avec une consigne, lui, compare tout le temps, en permanence, tout le temps, la tension sur le réseau ici, avec la tension de consigne. S'il maintient 735 ici, tout est correct, il ne bouge pas. Oui. La tension de consigne, qui la fixe? C'est toujours à 735 kV? Non, ça dépend des réseaux. Si c'est 39 kV, on fixe à 39. Ça dépend des sections de réseau. C'est un opérateur qui le fixe. Fait que lui, il compare tout le temps. Maintenant, s'il y a donc, il y a une variation entre la tension ici puis ici, supposons que c'était 735 ici, puis là, ça vient d'aller en bas 730, disons. Okay. Là, il ressent cette différence-là, il va commander au compensateur statique, ici, de compenser tout de suite ça. D'embarquer le bon élément pour compenser. C'est pour ça qu'il peut réagir très rapidement, parce qu'il est en permanence branché sur le réseau. Tu as distingué qu'il y avait des surtensions et des baisses de tension. Des baisses de tension. Quand il y a une baisse de tension, qu'est-ce qu'il embarque? Des inductances? Ou lesquels embarquent quand il y a une surtension? Lesquels embarquent quand il y a une baisse de tension? Quand il y a une baisse de tension, tu as besoin des condensateurs pour compenser. OK. OK? Pour le rehausser, la tension. Aussi, ça va. OK? Quand il y a des hausses de tension, là, tu embarques des On vient inducteurs. fin inductif. OK, Ouais. c'est très bien. OK? Merci. Ça marche? Fait que là, si le régulateur de tension, c'est très important pour lui, sans ça, il ne peut pas fonctionner. Ça, c'est le cerveau. OK? Alors, il y a une tension de référence, qui est la consigne. Tension de référence, c'est la tension de la ligne. La tension de consigne qui est ici.
Puis le mécanisme qui contrôle l'inductance, c'est le condensateur qui est ici. Le mécanisme qui contrôle ça. OK? Maintenant, pour vous permettre de reconnaître sur un schéma unifilaire de quoi ça ressemble un compensateur statique, c'est toujours identifié ici. Bon, ici c'est un schéma unifilaire, un extrait de schéma unifilaire du poste laurentide. On voit ici, c'est toujours identifié tout le compensateur par la lettre CLC. Ça veut dire compensateur. L, on avait vu, c'est une inductance. C, c'est condensateur. CLC, c'est un compensateur statique. C'est le tout. Alors la partie L, c'est la partie qui est ici, l'inductance, qui est représentée par ces symboles ici. C'est une convention. Là. Quand vous apercevez ces symboles ici, c'est des inductances, des petits triangles. Là. Triangles comme ça. La partie ici, les inductances. Puis, des affaires comme ça ici, on avait vu tout à l'heure, là, c'est un peu le symbole ici pour le condensateur. Là. Un condensateur, ça se présente par ça ici. OK, ça c'est un C. Puis un L, sur le schéma ici, là, c'est envoyer des petits triangles comme ça. Bon, ça c'est une inductance. C'est un L. Ça marche? Fait qu'il y a toujours deux parties du compensateur. Le compensateur, c'est CLC, puis les deux autres parties, C ou L. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Oui? Je vois sur ton schéma unifilaire que tu as un disjoncteur Oui. dans la section condensateur, juste au-dessus de CLC 32. OK. OK. Tu parles de ça ici, là? Oui. Le sectionnaire? Le Le disjoncteur? disjoncteur, c'est ça. Oui. Est-ce que ça veut dire que le compensateur peut fonctionner sans les condensateurs? Ben, dans ce cours-ci, là, on va y passer brièvement, là, mais en fait, si tu veux, ben, ça a plusieurs... non, ça ne veut pas dire qu'il peut fonctionner sans le condensateur, mais ça a plusieurs fonctions. Si tu veux isoler, soit pour réparation, soit une ligne, dévier une ligne ou l'autre, là, ça te prend des portes pour faire ça. Okay? D'accord. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de ce cours-ci. Ça marche? Y a-t-il d'autres questions? Ça semble être clair? Ça va bien? Oui. OK. OK, maintenant, Jacinthe, penses-tu que tu pourrais me dire sur ce dessin ici, là, c'est quoi qui manque pour qu'un compensateur fonctionne comme il faut? Ça, c'est un compensateur. Okay. Par lui tout seul là, sur le réseau, est-ce qu'il peut fonctionner comme il faut? C'est ça qui manque dessus. Très bonne question. Hein? Je vais te dire que j'ai aucune idée de ce qui manque. Et lui ici, là, Tantôt, tu disais que ça pouvait être déclenché tout seul. J'imagine que ça peut fonctionner. Oui, mais tout seul. es-tu capable de voir s'il y a une tension là-dessus ou la variation de tension, comment il serait capable de voir ça? Puis qu'est-ce que c'est? Il doit y avoir un appareil qui existe, là, qui est mis sur la ligne là, qui mesure la tension, finalement, j'imagine. Oui, tu peux-tu dire Ouais, c'est quoi l'appareil en Le question? régulateur de tension avec la consigne, c'est ça? C'est ça. Le régulateur de tension qu'on avait parlé tout à l'heure, là, c'est lui le cerveau. Il était représenté ici, là. C'est lui qui était toujours branché sur la ligne, qui fait que s'aperçoit de la variation des tensions. Puis c'est lui qui envoie le signal pour faire fonctionner la boucle. OK? Ça marche? Bon, on va faire une petite vérification, un petit exercice là, pour vérifier si on a atteint les objectifs qui sont mentionnés là. Premier objectif, si on est capable d'identifier les différentes composantes d'un compensateur statique sur un schéma unifilaire. Puis si on est capable d'interpréter, de comprendre
le rôle du compensateur sur le réseau. Okay. Je vais vous passer des feuilles ici. Vous pouvez regarder rapidement. Ben là, c'est un schéma unifilaire. OK. Moi, je demanderais de ne pas écrire sur les feuilles parce qu'il faut que ça retourne. C'est des originaux quand même. Mais vous pouvez identifier, puis moi je peux faire une vérification rapide. Vous avez 2 minutes pour faire ça. En fait, il y a 3 parties dans ça. Première partie, c'est combien de compensateurs statiques y a-t-il sur ce schéma-là? Combien de compensateurs statiques? La deuxième partie de la question, c'est quelle est la partie inductive qui comprend les inductances, puis quelle est la partie condensateur. Okay? Distinguer les 2 parties. Les 2 parties, L et C. Inductance et capacité. Deux questions simples sur le dessin qu'il y a là. Vous pouvez écrire dessus, c'est pas grave. Oui, il faut écrire dessus? OK. Bon, on va écrire à la mienne. Non, c'est pas grave, c'est pas les garder. Ça va bien, Julie? Ça va? Ouais. Ouais. Combien il y en a? 2 compensateurs statiques? Oui. Moi, j'en vois 2. OK. Il est parti. Parfait. C'est ça. Le 5? Là-dessus? Oui. Ici 2, ici. Oui. Là, je peux rentrer à l'autre, je vais terminer. As-tu une idée? Là, c'est identifier, distinguer les deux. Distinguer les deux, là, ici, là, c'est des symboles, là, des inductances ici, puis les condensateurs sont. Voilà, dans cette partie ici, t'en as pas mal. OK, c'est qui vient en bloc, là. Ici. En fait, il vient en bloc ici, toutes les choses ici. Et c'est la partie inductance, OK? Ah, OK. Ah oui, le petit carré. Puis les petites affaires ici, là, tout ça, là, c'est Tout ça ici, ça en est deux. Ouais, ça en est tout. OK. OK? Ça marche? Oui. OK, alors je vous remercie beaucoup. S'il y a d'autres questions ou l'évaluation générale, des commentaires généraux, j'aimerais en avoir. Oui? Moi, j'ai juste demandé une question. Je sais pas si ça a vraiment rapport. J'ai déjà été à une porte ouverte à l'IREC. Oui? Ils ont des gros bancs condensateurs.
Oui. Est-ce que c'est des genres de bandes condensateurs? J'en ai jamais vu, donc... Ben, c'est un peu comme ça, mais ce n'est pas nécessairement des compensateurs statiques. C'est des bandes condensateurs qui sont à disposition du... Oui, c'est ça. Mais un compensateur statique, c'est très gros? Oui, c'est très gros. Ça peut être des bâtisses, là. Ah oui? Oui. Ouais. Okay. Où tu as la partie condensateur puis la partie inductance en bâtisse. C'est très gros. Intéressant. Ouais. Ça représente à peu près une bâtisse de 4 étages. Oui. Une grosse bâtisse de 4 étages. À Laurentide, qui est à Québec, il y en a pas autour de moi. Ah, il y en a pas? Châteauguay. Il y en a juste à Châteauguay. OK. OK. J'ai pas d'autres questions. Je vous remercie beaucoup.